On est à Washington, dans la ville de Seattle. On est dans un tout petit appartement avec juste de quoi vivre. Il y a un lit, une table, une chaise et un ordinateur. Il est 23h en plein mois de novembre 2017. Et deux gars, encore totalement inconnus jusqu'à maintenant, s'apprêtent à publier leur jeu en accès anticipé sur Steam. Ça y est, c'est le moment, c'est enfin là. Après des années de conception, des dizaines voire des centaines de nuits blanches, des tests à n'en plus finir, des milliers de lignes de code, des dessins de monstres, encore et encore, c'est là. C'est enfin le moment de vérité. Alors ils sont à la fois excités de cliquer sur ce petit bouton et en même temps terrifiés. Et c'est compréhensible parce que ce petit bouton, c'est l'apogée de tout ce travail. Tout ce travail qui s'apprête à être dévoilé au grand jour. Bon, c'est décidé, il est minuit et ils prennent une grande inspiration. Ils cliquent enfin sur ce bouton et... rien du tout. Enfin, pas tout à fait. Outre le fait qu'ils soient surexcités d'avoir enfin publié leur tout premier jeu sur Steam, ils actualisent la page pour voir si leur jeu est bien présent. Et bah oui, il est là. Slay the Spire est bien visible sur Steam. Pour de vrai, ça y est, c'est enfin arrivé. Alors ils décident de le télécharger officiellement depuis la page du magasin Steam. Comme un vrai jeu, comme ce qu'ils feraient d'habitude avec leur jeu passion. Sauf que cette fois, c'est eux qui l'ont fait. Et parce que ça y est, enfin, cette fois, ils peuvent le faire. Comme un moyen de marquer le coup, un moyen de célébrer cette sortie. Alors, ils téléchargent le jeu se lance, et ça marche pas. Ça marche pas comme ça devrait, pas comme ça a été testé, pas comme ça a été conçu. Il y a des bugs, des problèmes d'affichage, et directement ils replongent dans le code pour corriger tout ça. Alors ils en trouvent un bug, puis deux, puis trois, puis encore un autre. Soudain, à travers la fenêtre de ce petit appartement à l'horizon, le soleil commence doucement à pointer le bout de son nez. Il est déjà 6h du matin, et ils auront corrigé 35 bugs pendant la nuit. Cette première nuit, malgré la joie de la publication, n'a en réalité qu'un goût amer de chaos. Mais le plus dur, ce ne sont pas les bugs. Le plus dur, c'est le silence. Le silence des jours qui suivent la publication. Comme cette nuit plongée dans l'obscurité au moment de cliquer, 2 semaines plus tard, 2000 ventes. Pas 10 000, pas 50 000, 2000. Aucune couverture presse, aucune visibilité, aucun boost de la part de Steam. Mauvais timing, mauvaise visibilité. Alors quoi? Le projet est mort? Après tant d'années et d'efforts? C'est ce qu'on pourrait croire, comme la finalité des milliers de jeux publiés chaque jour sur Steam. Et pourtant, Slay the Spire deviendra l'un des jeux de deck building les plus influents de l'histoire du jeu vidéo. Un jeu qui va inspirer des dizaines de projets, un jeu qui va redéfinir tout un genre, un jeu qui va atteindre le rêve de tout développeur indépendant. Non pas 10 000, ni 100 000, mais plus d'1 million de ventes. Alors, comment ce jeu est-il passé de l'ombre à la lumière? Comment un lancement chaotique avec seulement 2000 ventes est-il devenu un phénomène mondial? Salut, vous regardez la chaîne VugoDev et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour comprendre l'histoire de la création de Slay the Spire. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler qu'est-ce que Slay the Spire. Parce que si j'affiche le jeu comme ça vite fait, vous pourrez me dire ok, c'est un petit jeu 1D, en 2D, avec des cartes, des créatures un peu bizarres et une sorte de tour à grimper. Oui, mais pas tout à fait. En réalité, le concept est un peu plus poussé que ça. Il est un peu plus fou que ça. Slay the Spire, c'est un mélange entre un jeu de cartes, un roguelike et presque un jeu de stratégie au tour par tour. Au début, t'as le choix entre plusieurs personnages. Enfin, au tout début, t'as surtout l'Ironclad, un guerrier un peu bourrin qui se soigne quand il tue des ennemis. Ton seul objectif, c'est assez simple, tu dois atteindre le sommet d'une tour. Tu grimpes étage après étage en affrontant des monstres. Sauf que chaque étage est généré aléatoirement, à la manière d'un roguelike. Du coup, t'as des ennemis différents, des événements différents et des récompenses différentes. Et surtout, tes cartes changent en permanence. À chaque fin de combat, tu dois choisir entre plusieurs cartes. Par exemple, tu peux récupérer une carte nommée The Bomb et c'est simplement une bombe à retardement. Tu la poses et 3 tours plus tard, elle inflige 40 points de dégâts à tous tes ennemis. Ou alors, une carte qui peut littéralement retourner le cours d'une partie. Cette carte, si tu l'actives, tu entres en mode divin. Tu triples tous les dégâts que tu infliges, mais au prochain tour, tu meurs. Donc ça, c'est le genre de carte que tu claques uniquement si t'es sûr de pouvoir tuer tous les monstres en face.
ou si t'as réussi à la combiner avec d'autres cartes pour faire un combo monstrueux. Et là, soit tu one-shot un boss sans problème, soit tu utilises toutes tes cartes qui sont dans ta main et le boss lui reste 5 HP près, et alors t'es obligé d'appuyer sur le bouton passer le tour, et tu regardes ton personnage mourir. Et c'est ça le cœur du jeu. Tu dois construire ce qu'on appelle un deck. C'est toutes les cartes qui vont composer ta main. Un plan, une stratégie, et en même temps tu dois réfléchir tour après tour pour survivre à l'instant présent. Parce que le jeu ne te dit jamais quoi faire, il te donne des outils, et c'est à toi de te débrouiller. Tu peux très bien jouer le gros bourrin qui explose tout en 3 tours, au risque de perdre énormément de points de vie. Tu peux accumuler de l'armure à l'infini pour encaisser le moins de dégâts possible. Ou tu peux la jouer un peu plus subtile avec du poison qui ronge les ennemis petit à petit. Comme tu peux très bien faire un truc complètement bancal à ta sauce, et mourir dès la première vraie difficulté. Et si tu perds, tu recommences depuis le début, mais t'as quand même envie de relancer. Parce que peut-être que cette fois, j'aurai les bonnes cartes au bon moment. Peut-être que cette fois, je vais tester une autre approche. Combiner d'autres cartes. Et j'ai encore perdu sur ce foutu boss. Mais attends, je suis monté quelques étages plus haut que la dernière fois. Alors, tu rentres dans cette boucle, tu relances, encore et encore. Parce qu'aucune partie ne ressemble à la précédente. Chaque choix devient important, chaque erreur se paye. Et là, tu commences à prendre le jeu personnellement. Parce que si tu perds, c'est souvent parce que ton deck n'est pas assez cohérent. Tu ne peux pas blâmer le jeu sur son aspect aléatoire en permanence. C'est ce mélange de frustration, de sensation et de maîtrise qui rend Slay the Spire ultra addictif. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'avant 2017, quasiment aucun jeu ne proposait ce genre de concept. Aujourd'hui ça nous paraît évident, mais à l'époque, ouais, il y avait des jeux de cartes, il y avait des roguelikes, mais le mélange des deux, de manière aussi fluide, aussi propre, aussi lisible et surtout aussi fun, non, ça n'existait pas comme ça. C'était nouveau, et derrière ce concept qui semble hyper maîtrisé, il n'y avait pas un grand studio, pas une équipe de 50 personnes, pas un gros éditeur, pas des noms connus, juste 2 gars, 2 développeurs qui à la base ne pensaient absolument pas révolutionner une industrie, ni même créer un nouveau genre qui inspirerait des dizaines d'autres projets. Juste 2 mecs qui ont appuyé sur ce fameux bouton cette nuit-là pour publier leur tout premier jeu sous le nom de Megacrit. Mais pour comprendre comment ils se sont retrouvés face à ce bouton, il faut remonter un peu dans le temps, parce que l'histoire commence bien avant cette nuit de novembre. Ces 2 gars qui s'apprêtent à appuyer sur ce bouton, ils ne sortent pas de nulle part. Les 2 fondateurs de Megacrit s'appellent Anthony Giovannetti et Kasei Yano. Leur histoire commence bien avant Slay the Spire. Bien avant cette fameuse nuit de novembre 2017. Elle commence sur les bancs de l'University of Washington Bothell. C'est juste la meilleure université publique de Washington. Enfin, ça, c'est selon eux. Et donc, nos 2 amis vont se rencontrer là-bas en mangeant ensemble des cartes graphiques. 2 étudiants en informatique, 2 passionnés de jeux vidéo, et surtout 2 gars qui vont rapidement se dire « Ça te dit on fait nos propres jeux ? Ok !» Et voilà, le studio est créé. Enfin, le studio Pew Pew est créé. Non, je rigole même pas, il s'appelle vraiment comme ça. Il s'appelle Pew Pew. Et au début, ils faisaient des petits jeux sur Flash et mobile. Ils vont sortir en 2007 un jeu nommé God Laser. Ils font la programmation, l'interface utilisateur, les dessins, les animations, la musique. Ils font tout dans ce jeu. Et le jeu est éclaté. Kasei va le dire lui-même plus tard. Le jeu était nul, mais genre vraiment nul. Aujourd'hui, ils sont un peu partagés entre la honte que plus personne ne puisse y jouer avec la mort de Flash, et en même temps, ils sont soulagés que plus personne ne puisse y jouer. Tellement il était nul, mais c'était la première fois qu'il sortait quelque chose publiquement, la première tentative pro, le premier projet abouti, et ça change tout. Ensuite, ils vont prototyper plein d'autres projets qu'ils finiront par abandonner en cours de route. Et arrivé 2008, là, ils sont à fond, déterminés à créer le prochain gros jeu. En gros, ça sera un platformer en 2D ultra ambitieux. Déjà là, il y a quelque chose qui cloche. Faire quelque chose d'ultra ambitieux. Mais dans lequel il y aurait des choix moraux à faire. Par exemple, le dilemme du train. Est-ce que le train doit passer à droite pour écraser la mamie, ou passer à gauche pour écraser le nourrisson? Et ce jeu reprendrait ce système moral-là. Un jeu qui aurait un système de narration hyper complexe. Le jeu s'adapterait en fonction de tes choix, pour savoir si tu es pacifiste ou violent. Avec des dialogues personnalisés, avec même une police d'écriture manuscrite qu'ils vont scanner pour le mettre dans le jeu. Et en gros, le pitch du jeu, ça serait: t'es un alien,
Tu tues accidentellement un fermier avec ta faux, et du coup tu récupères une lame que tu utilises comme une dague, avec la métaphore de la faucheuse et de la mort, avec les choix moraux. On est d'accord, dites-moi que je suis pas le seul à rien capter au pitch. Sur le papier, ils trouvent ça ultra profond, mais heureusement qu'ils l'ont gardé cette idée uniquement sur papier, parce que eux-mêmes finissent par trouver le concept beaucoup trop complexe à développer et à produire. Du coup, ils vont abandonner ce projet, encore une fois. En 2009, ils vont lancer le projet Marre des pâtes étudiants. Ça c'est le nom que j'ai donné à leur projet. Parce qu'en 2009, ils passent un nouveau cap. Avec $200 en poche, $40 000 de dette étudiante, il est temps de se remonter les manches et de faire un jeu qui cartonne. Un jeu qui leur permettrait de sortir de cette galère d'étudiants et enfin mettre du beurre dans les pâtes. C'est à ce moment qu'ils réfléchissent à un projet minimaliste qui fonctionnerait sur Flash. Le concept est beaucoup plus simple que leurs tentatives précédentes. Il y aurait un perso qui court automatiquement, un seul bouton pour sauter, des toits qui s'effondrent, hyper nerveux, minimaliste, efficace. Aujourd'hui ça sonne comme un Temple Run, mais là on est en 2009. Temple Run va sortir en 2011, soit 3 ans plus tard, donc là on est vraiment dans quelque chose de novateur. Et pour ajouter un peu de difficulté, ils vont générer chaque partie de manière procédurale, ce qui garantirait qu'aucune tentative ne soit identique. Et l'objectif est simple, survivre et parcourir la plus grande distance possible en mettant l'accent sur les réflexes plutôt que sur un système de progression. Ils vont alors travailler sur le design qui sera uniquement pixel art monochrome. L'objectif étant de garder une sobriété visuelle, avec une vraie bande son électronique qui va accentuer la sensation de vitesse et de danger. Ce qui va rendre le jeu parfaitement efficace en termes de design, car il sera principalement fondé sur le contrôle minimaliste et une atmosphère maximale. Le jeu évoquerait simplement l'urgence et l'isolement, avec des silhouettes de machines géantes, des immeubles en ruine, et qui suggérerait une catastrophe humaine, mais sans narration explicite. Et cette idée de jeu leur vint durant une game jam expérimentale, soit seulement quelques jours pour créer Canabyte. Et cette fois, ils terminent le projet, ils le publient, et la magie opère. Le succès est immédiat. Plus de $250 000 de vente, acclamé par la presse. Bravo, félicitations, bravo Adam, bravo Danny. Attends, c'est qui Adam et c'est qui Danny? Adam Salzman et Danny Baranowski. Ce sont eux les vrais créateurs de Canabyte. L'histoire que je viens de raconter, tout ça c'est vrai, mais c'est quoi le rapport avec nos créateurs de Slay the Spire? Car ouais, ce jeu qui explose en 2009, c'est pas nos amis de Megacrit. Non, eux actuellement ils sont en galère d'une dette de $40 000 à cause de leur école. Alors nos amis sont dans la sauce, mais sans sauce pour leurs pâtes. Alors quand ils vont voir le succès de Canabyte et qu'un dev indé vient générer $250 000 de vente avec un petit jeu minimaliste, alors ils se disent GG Wellplay, on va faire pareil. Alors qu'ils vont juste, sans scrupule, copier-coller le concept et appeler leur jeu Run Devil Run. Ouais, et Kasei va le dire clairement plus tard. Tu me parles d'intégrité artistique? Est-ce que t'as déjà connu l'insécurité financière? Résultat, ils développent Run Devil Run, et ils le sortent rempli de bugs avec des hitbox nuls, une jouabilité médiocre, des bugs de performance et avec un beau billet de $80 de revenus finaux. On est bien loin des 250 000, on est bien loin des $40 000 pour financer l'école. Et le pire, c'est qu'ils ratent la sortie de leur jeu en publiant une semaine après la sortie de Canabyte. Trop tard, trop mal fait, trop pauvre, encore un échec. Ce qui nous amène en 2010. Ils vont tenter un jeu rythmique un peu à la WarioWare et Rhythm Heaven. Le projet va s'appeler Awesome Music Game, avec des problèmes de synchronisation, un manque d'inspiration musicale et une vie perso compliquée. Le projet est directement mis à la poubelle. En 2011, ils vont faire le retour de God Laser, un God Laser 2, avec cette fois une version coop compétitif. Chaque joueur sera sur sa ligne, avec la possibilité de progresser et de se réanimer. Le tout serait prévu pour la Xbox, en théorie, parce qu'en pratique ça bug de partout, c'est instable, c'est rapidement injouable, et c'est surtout encore un abandon de projet. Beaucoup de tentatives, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs, beaucoup d'abandons. Et voilà, maintenant que leurs études touchent à la fin, il est temps de lancer une nouvelle partie, celle du jeu de la vie. Alors ils arrêtent tout, ils décident de trouver un vrai job pour avoir la stabilité, le salaire, la sécurité, et surtout rembourser cette fameuse dette étudiante. Le rêve de faire un jeu, il est toujours là, toujours présent, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Donc voilà, on est en 2011, les études sont terminées, plus de projets étudiants, plus de soirées à développer des jeux jusqu'à 4h du matin,
plus d'excuses pour repousser la réalité. Mais les dettes, elles sont toujours là. 40 000 $. Commencer la vie d'adulte avec moins 40 000 sur le compteur, ça pique un peu. C'est pas exactement le genre de chiffre qui te permet de dire Bon, on retente un petit projet indé pour le fun. Surtout quand tous tes projets précédents ont échoué. God Laser, un échec. Run Devil Run, 80 $. Les autres prototypes, abandonnés. À un moment, il faut être lucide. Alors ils font ce que beaucoup font, ils rangent le rêve dans un tiroir, en se disant qu'un jour, peut-être, ils le rouvriront. Mais on connaît tous ce tiroir. C'est le même tiroir que tu ouvres une dernière fois quand t'es gamin pour y poser ton jouet préféré. Tu le regardes, tu hésites, tu le poses doucement, tu refermes en te disant que tu le reprendras bientôt. Et au final, tu ne le rouvres jamais. Alors il cherche un vrai travail, un truc sérieux, un truc stable. Casey devient ingénieur chez Amazon. Anthony, lui, devient développeur logiciel dans une autre entreprise. Contrat, salaire fixe, avantages, sécurité. L'objectif est simple, rembourser la dette, repartir sur de bases solides et devenir des adultes responsables. Le matin, le réveil sonne, direction les bureaux. Des open space, des écrans alignés, des claviers qui tapent en rythme, des tickets à développer, des deadlines, des réunions interminables où tout le monde hoche la tête. Des pauses café, des discussions sur la météo, sur la dernière série Netflix, la routine métro, boulot, dodo. La vie d'un vrai adulte. Extérieurement, tout va bien. Il travaille dans des grandes boîtes, dans une grande ville, des conversations normales, des after-work le soir. Il pourrait s'installer, acheter des appartements, faire carrière, la trajectoire classique. Mais intérieurement, ça gratte. Il y a un petit truc. Pas énorme, mais constant. Un mélange d'amertume et de nostalgie. La nostalgie des nuits étudiantes, des sessions à 2h du matin, à débattre d'un concept absurde pendant 3 heures, à coder un prototype inutile mais excitant. Excitant parce que c'était à eux. Cette sensation de mettre en œuvre une idée que l'on a imaginée, de la voir au fur et à mesure prendre vie. Parce que quand tu as passé des années à créer, à essayer d'exprimer quelque chose, à imaginer des mécaniques, des mondes, des systèmes, même si c'était mauvais, même si ça a échoué, même si personne n'y a joué, il y a un truc accroché au fond de toi, une sorte de démangeaison créative, comme si le tiroir refusait de rester fermé. Et au fond, il y a une petite voix, celle que t'essayes d'ignorer, mais qui te dit « On n'a pas encore réussi ?» Alors le soir, après le boulot, ils vont commencer à refuser les after-work. Les bières entre collègues se transforment en lignes de code avec des tasses de café froid qui s'accumulent sur le bureau. Et ils recommencent. Pas officiellement, pas en mode on fonde un studio, pas de stratégie ni d'objectif, juste expérimenter, tester, bidouiller, créer sans pression. Et quand ils ne codent pas, ils jouent. Ils suivent la scène indépendante, ils observent, ils analysent. Et un jour, ils vont tomber sur FTL, Faster Than Light. Et là, c'est la claque. Parce que dans FTL, tu contrôles un petit vaisseau spatial. Rien de spectaculaire visuellement, mais tout est tendu. Tu fuis une flotte rebelle gigantesque et ton seul objectif, traverser la galaxie et survivre secteur par secteur. Si tu meurs, c'est simple, tu recommences tout depuis le début. Mais aucune partie ne se ressemble. Et donc FTL, ce n'est pas un jeu d'action nerveux, ce n'est pas non plus un pur jeu de stratégie au tour par tour, c'est un roguelike en temps réel avec pause active. Tu joues tranquillement, un missile ennemi touche ton système d'oxygène, le feu se propage, ton seul ingénieur capable de réparer meurt dans les flammes, et puis des pirates se téléportent dans ton vaisseau, alors tu ouvres les portes vers le vide spatial pour les aspirer dehors. Mais ton vaisseau est à moitié en feu, il reste 3 survivants, et pourtant, tu gagnes. Et tu ressens quelque chose, une tension, une histoire qui s'est créée toute seule devant toi. Mais FTL est assez cruel. Tu peux faire la meilleure run de ta vie pendant 1h30, tout est parfait, et puis 2 missiles, explosion en chaîne, game over. Tu fixes ton écran, et bizarrement, tu relances immédiatement une partie parce que peut-être que cette fois... Et en parallèle de FTL, il joue à des jeux de cartes. Et un soir, alors qu'il joue, la discussion va basculer. Attends, et si on mélangeait les deux ? Le côté roguelike de FTL avec des cartes comme dans Hearthstone. Mais pas avec un deck construit avant la partie, un deck que tu construis pendant la partie. À chaque victoire, à chaque choix. Et l'idée paraît simple, presque même évidente et surtout réalisable. Et puis... ça ne coûte rien d'essayer pendant leur temps libre, alors ils commencent à travailler dessus. Bon, on va être honnête, heureusement qu'ils sont développeurs, non parce que ce qu'ils ont pondu au début, c'était moche. Mais genre vraiment moche. Il y a des rectangles gris pour représenter les cartes, une police qui est horrible et des chiffres qui flottent de partout. Aucune animation, aucune musique,
Franchement, même ma nièce de 5 ans dessine le meilleur personnage. Non mais regardez-moi ça. Mais c'est ça. Ça, c'est un vrai prototype. On s'en fout que ce soit beau, on se concentre juste sur le gameplay. Un jeu moche mais fonctionnel vaut mieux qu'un jeu beau mais vide. Et là, ça marche. Ouais, c'est moche, mais ça marche. Combat au tour par tour, système d'énergie, tu pioches, tu attaques, tu bloques. Et surtout, à la fin de chaque combat, tu choisis une nouvelle carte. Et ça, c'est stressant. Est-ce que cette carte va rendre mon deck incroyable? Ou est-ce que je viens de ruiner ma run en un seul clic? Alors Anthony va commencer à équilibrer. Il change un chiffre, puis un autre, puis encore un autre. Kasei, de son côté, va ajouter des fonctionnalités. Parfois 20 modifications en une semaine. Il teste, il coupe des idées, sans pitié. Et pour la première fois, il sent un truc. Un truc qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Et il y a quelque chose de différent. Et petit à petit, les nuits blanches reviennent. Ils enchaînent avec leur journée de bureau, 9h du matin, open space, tasse de café à la main, écran professionnel devant eux, ils écrivent du code mais pas celui qu'ils veulent vraiment écrire. Et dans leur tête, ils pensent qu'à une seule chose, ils pensent aux cartes, aux synergies, à cette mécanique qui pourrait être améliorée. Alors ils fixent l'horloge, il est 15h42, 16h18, 17h03, en espérant qu'elle avance plus vite à chaque fois qu'ils regardent, pour entrer et enfin coder. 18h, enfin, le sprint est lancé. Ils éteignent le PC du bureau, un dernier regard autour d'eux, les néons blancs, les conversations molles de fin de journée, et ils courent, presque jusqu'à la sortie. Premier bus, sac posé sur les genoux, la tête déjà dans le projet, et ils ne décrochent jamais vraiment. Et c'est ça le truc, c'est que la plupart des gens, quand ils rentrent d'une journée de taf, ils veulent se déconnecter. Eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement recommencer. Et quand ils arrivent chez eux, il n'y a pas de pause, pas de Netflix, pas de je me repose 5 minutes. Ils rallument directement un autre PC, c'est ce PC-là qui compte vraiment. Celui sur lequel est en train de naître un jeu bizarre, encore moche, encore bancal, mais qui a déjà quelque chose. Un prototype Unity, des sprites temporaires, une interface pas finie, des cartes écrites en texte brut, et surtout, cette obsession qui est dans leur tête depuis un moment. Une tentative presque naïve de fusionner deux mondes, et au début, ça marche pas si bien que ça. Les runs sont déséquilibrés, certaines cartes sont absurdes, d'autres inutiles, les ennemis ne sont pas intéressants et les combats traînent. Mais il y a un truc, à un moment précis, quand une synergie fonctionne, quand une carte déclenche une autre, et qui déclenche une autre, et que tout s'aligne, et là ils se regardent, ok, ça c'est bien. Et c'est pour ces moments-là qu'ils tiennent. Ils commencent à faire tester le jeu, des amis, des connaissances, des inconnus sur internet, et là, surprise, les joueurs ne jouent pas juste une run, ils relancent, encore, et encore. Le syndrome commence à apparaître. Et c'est à ce moment précis que tout bascule, parce qu'ils comprennent quelque chose d'essentiel, ils ne sont pas en train de faire un petit projet perso du soir, ils sont peut-être en train de créer quelque chose de spécial. Plus ils avancent, plus ils comprennent. Cette fois c'est différent, tous les échecs précédents les ont préparés à ce moment. Mais pour que ça marche, il va falloir prendre un risque. Alors la question revient, mais cette fois elle est plus lourde et beaucoup plus réelle. Est-ce qu'on quitte notre job? Après Pew Pew, après God Laser, après Run Devil Run, après tous ces projets commencés avec excitation et abandonnés dans un dossier oublié, est-ce qu'on recommence? Leur ambition à cet instant précis est quasiment nulle, vraiment. Si on peut vendre assez de copies pour que ce ne soit pas la pire décision financière de notre vie, ce sera déjà une victoire. Pas vendre des millions de copies, pas faire la une de la presse, pas révolutionner l'industrie, juste ne pas se planter. Alors ils officialisent le studio. Nouveau nom, plus de blagues d'étudiants, plus de projets au titre absurde, plus de piou-piou. Cette fois, c'est sérieux. Megacrit voit le jour. Simple, un peu ironique, mais plus mature. Ils quittent alors leur travail, sécurité, salaire stable, routine rassurante, et bossent jour et nuit depuis leur appartement à Seattle. Sans investisseurs, sans éditeurs, sans visibilité, et surtout, sans plan B. Juste eux et leur jeu, Slay the Spire. Cette fois, ils ne peuvent pas échouer. Pas après toutes ces années, pas après toutes ces tentatives, alors ils vont choisir une stratégie bien différente. L'accès anticipé sur Steam. Pas une sortie définitive, pas un voilà c'est publié c'est fini, mais une sortie vivante. Un jeu qui se construit avec les joueurs. Et là ils font un truc très malin, c'est qu'ils développent un outil en interne pour analyser toutes les parties des joueurs. Mais vraiment toutes les parties.
Ça leur permet de savoir quelles cartes sont trop fortes, lesquelles ne sont jamais choisies, quel boss tue 80% des joueurs et à quel étage les runs perdent régulièrement. Ils vont regarder, analyser et patcher tout ça. Encore. Une carte trop forte, on la nerf. Une carte inutile, on la retravaille. Un combat frustrant, on va l'ajuster. Ce n'est pas du design à Lego, c'est du design chirurgical, basé sur les données des joueurs. Et ça, les joueurs vont commencer à le ressentir, parce que le jeu évolue. Au début, environ 2000 ventes. Pas d'explosion, pas de viralité immédiate, mais quelque chose d'autre se passe, c'est que les joueurs restent 1 heure, puis 10 heures, puis 50, puis 200, et on pense lancer une partie rapide pour le fun, et oh mais il est déjà 3 heures du matin. Et petit à petit, parmi ces joueurs, il y a des streamers. Et eux, ils vont commencer à y jouer, à le présenter sur les différentes plateformes de streaming, notamment Twitch. Ils vont découvrir des combos absurdes, des mélanges de cartes qui cassent complètement le système. Et le jeu va devenir un laboratoire en lui-même. Tu peux casser les règles, créer un deck intouchable, ou perdre parce que Jean-Michel02 du chat t'a dit « Prends la carte à droite, trust ». Après l'info de chat et le ban mérité pour Jean-Mich, le nombre de viewers augmente, et les viewers deviennent joueurs. Le bouche à oreille fait le reste, sans marketing massif, sans publicité, juste un concept fort et un gameplay extrêmement solide. Et quand la version 1.0 sort officiellement en janvier 2019, le jeu est déjà un phénomène en soi. Et puis un jour, en mars 2019, le jeu dépasse le million de ventes, 1,5 million de copies vendues. Les deux gars qui, quelques années plus tôt, rêvaient de copier un jeu qui avait fait 250 000 $, eux qui avaient gagné 80 $ avec leur projet, viennent de créer leur propre concept, leur propre identité. Un sous-genre entier commence à apparaître, le deck building roguelike. Avant eux, ça n'existait presque pas, et après eux, c'est une catégorie sur Steam. Et tout ça, à partir d'un prototype codé le soir, dans un appartement, après des journées d'open space. Mais dans l'histoire des jeux vidéo, le succès n'est jamais vraiment une fin. C'est souvent le début d'un nouveau problème. Parce qu'après avoir créé quelque chose de spécial, il y a une autre question qui apparaît, plus difficile, plus dangereuse, la suite. Après la sortie de Slay the Spire, Megacrit ne disparaît pas, au contraire, pendant plusieurs années, il continue d'améliorer le jeu. Ils le portent sur console, ils vont le mettre sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, puis même mobile, iOS et Android. Chaque nouvelle version va demander des mois de travail invisibles. Optimisation, interface repensée pour la manette, lisibilité sur petit écran, certification console, encore des bugs, encore des patchs, encore des équilibrages. Il continue d'itérer. Encore. Mais cette fois, ce n'est plus pour survivre, c'est pour être à la hauteur. Et pendant que le jeu continue doucement de vivre, une question commence à flotter dans la pièce. Personne ne la pose vraiment, mais tout le monde y pense. C'est quoi la suite ? Parce que faire un premier jeu, c'est extrêmement difficile, ça on sait. Mais faire une suite à un jeu culte, c'est juste terrifiant. Et même Anthony au début hésitait, parce que souvent les suites frappent moins fort, elles paraissent inutiles ou opportunistes. Alors pourquoi risquer d'abîmer quelque chose qui fonctionne ? Pourquoi toucher une formule que des millions de joueurs considèrent déjà comme parfaite ? Et pourtant, ne rien faire n'est pas une solution non plus. Comment rester le studio d'un seul jeu et comment continuer à évoluer ? Alors, ils vont commencer à réfléchir, pas à ce qu'ils pourraient ajouter, mais à ce qui rend le jeu si spécial. Et à ce moment-là, Anthony va réaliser quelque chose de très précis. Ce qui rend Slay the Spire si addictif, ce n'est ni les monstres, ni la tour, ni même les cartes, c'est la structure des choix. Une succession de décisions claires, compréhensibles mais difficiles. Et si ces décisions ne sont pas tendues, tu t'ennuies. Si elles deviennent trop complexes, tu décroches. L'équilibre est microscopique, mais c'est lui qui fait tout tenir. Dans un deck builder, chaque choix doit être difficile et surtout, si tu perds, tu dois pouvoir regarder ta partie et te dire « Ok, là, j'ai fait une erreur. Le jeu est injuste avec moi, mais j'aurais dû prendre cette carte, j'aurais pu mieux jouer. » Et c'est cette responsabilité qui rend le système aussi addictif. Alors s'ils font une suite, il ne suffit pas d'ajouter plus. Plus de cartes, plus de boss, plus d'effets visuels, il faut garder la pureté, la lisibilité et surtout la tension. Ce petit espace mental où chaque décision compte. Mais cette fois, ils ne sont plus deux dans un appartement. Le studio a grandi, ils ont une équipe plus grande, plus d'artistes, plus d'animateurs, plus de designers, et pour la première fois, ils peuvent voir plus grand. Un jeu qui serait plus ambitieux, plus animé, plus riche visuellement et plus vivant. Le monde du jeu devrait aussi grandir. Plus d'événements, plus de reliques, plus de cartes, plus de personnages. Même les héros déjà connus auront de nouveaux decks, de nouvelles mécaniques. Et surtout, ils veulent aller plus loin dans l'univers du jeu, dans l'histoire, dans le lore.
Pour ça, ils inventent un nouveau système, un système qu'ils appellent la timeline. L'idée est d'explorer davantage le monde du jeu, comprendre ses créatures, ses événements et tout ce qui se cache derrière cette fameuse tour. Côté design, rien ne change, c'est toujours la même boucherie créative. Chaque semaine, Anthony propose parfois 20 à 30 changements, des cartes créées, puis supprimées, refaites, rejetées. Sur 60 cartes finales pour un personnage, il peut y en avoir 200 qui ont existé avant. Pour eux, le game design, c'est toujours un travail de boucher. Tu peux générer des milliers d'idées et tu coupes 90%. Les idées parfaites du premier coup n'existent jamais. Donc tout est destruction, reconstruction, itération. Mais si on fait une suite, il faut quelque chose de nouveau, un personnage nouveau. Il pourrait s'appeler le Necrobinder, un personnage bien plus complexe que le héros du premier jeu. Elle peut invoquer une énorme main vivante, et plus cette créature a des points de vie, plus elle devient énorme. Et elle peut aussi condamner des ennemis, avec une mécanique un peu plus risquée, parce que les gens connaissent maintenant le système du jeu, donc ça serait des habitués. Ils pourraient contrôler et maîtriser une technique qui est un peu plus complexe. La créature pourrait manipuler des âmes, piocher des cartes, c'est une sorte de personnage plus technique, plus exigeant, et exactement dans l'esprit du studio. Et surtout, ils décident de refaire ce qu'ils avaient fait la première fois, l'accès anticipé. Comme pour le premier jeu, parce que l'Early Access avait tout changé. Les mises à jour constantes, les feedbacks directs des joueurs, les ajustements rapides, cette relation presque organique entre les développeurs et la communauté fonctionne très bien. Alors pourquoi ne pas reprendre ce système qui a très bien marché pour faire une suite? On arrive alors en mars 2026 et Slay the Spire 2 arrive enfin en accès anticipé. Et cette fois, le silence ne dure pas 2 semaines. Il n'y a pas 2000 ventes, seulement 3 jours après, plus de 574 000 joueurs connectés en même temps sur Steam. Le jeu devient immédiatement l'un des titres les plus joués de la plateforme, passant devant certains énormes blockbusters. On rappelle Megacrit, un studio indépendant. C'est presque irréel et pourtant c'est bien réel. Anthony se souvient d'une décision avec sa femme, à l'époque où il travaillait encore pour le premier jeu. Vous vous rappelez de cette phrase? Ce serait déjà incroyable si on vendait assez de copies pour que quitter mon travail ne soit pas la pire décision financière de ma vie. Aujourd'hui, leur jeu est joué par des millions de personnes. Et malgré ce succès, quelque chose n'a pas changé. Pendant que tout le monde célèbre, chez Megacrit, ils continuent de travailler. Hotfix, patch, équilibrage, encore. Parce qu'au fond, c'est exactement comme au début. 2 développeurs, un prototype, des joueurs et une seule obsession. Rendre chaque décision un peu plus intéressante que la précédente. Et si cette histoire prouve quelque chose, ce n'est pas seulement que les jeux indépendants peuvent réussir, ça on l'a vu plein de fois. C'est que parfois, les idées les plus influentes de toute une industrie commencent simplement par 2 développeurs fatigués dans un appartement à coder après le travail parce qu'ils ont refusé de laisser ce tiroir fermé.